Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Un accord qui semblait tout proche, négocié par les États-Unis. Oui, tout à fait. Il était prévu pour mi-juin. L'idée, c'était vraiment de calmer l'escalade dans l'est du Congo. Escalade liée à la montée en puissance des rebelles du M23 que plusieurs sources lient au Rwanda d'ailleurs. Exactement. Soutenu par Kigali, selon ses sources. Et pourtant, cet accord, il est au point mort aujourd'hui. Voilà, alors notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi ce processus est en suspens. Qu'est-ce qui bloque? Alors, c'est assez paradoxal. Le Rwanda a demandé un report, officiellement pour adapter le texte aux réalités des négociations. Les réalités des négociations. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il parle d'un accord gagnant-gagnant, c'est intéressant comme formulation, parce que ça sous-entend une négociation directe, quoi. Alors que justement, Kigali a toujours nié être impliqué directement. Ils disent que c'est un problème interne à la RDC. C'est ça, et c'est là toute la contradiction. Il présente ça comme une affaire congolo-congolaise. Et donc, le point qui fâche vraiment dans la proposition américaine, c'est cette demande de retrait sans condition des forces rwandaises du Congo. Précisément. Retrait des forces et des équipements rwandais. Comment voulez-vous que Kigali accepte ça? Ben oui, ça reviendrait à admettre une présence militaire sur le sol congolais. Ce qu'ils nient depuis des années. Accepter ce retrait sans condition, c'est faire une croix sur toute leur communication passée. C'est le nœud du problème. Même si d'autres points semblent pris en compte. Je pense à la menace des FDLR, par exemple. Oui, les forces démocratiques de libération du Rwanda. Apparemment, les propositions américaines évoquent bien la démilitarisation de ces groupes. Mais ça ne suffit pas à débloquer la situation. Donc le blocage sur le retrait rwandais reste majeur. C'est ça. Ça suggère que l'enjeu pour Kigali va au-delà de la simple question des FDLR. Et pour compliquer encore les choses, il y a toutes ces médiations qui se superposent, non? Ah oui, alors ça, c'est un autre facteur. Vous avez des Américains, très focus sur le retrait rwandais, mais aussi sur l'économie, les minerais. Il y a eu Doha aussi, entre Kinshasa et le M23. Voilà. Et l'Union africaine qui essaye aussi, plus discrètement. Sans oublier les initiatives en RDC même, les églises par exemple, qui prônent un dialogue plus large. Est-ce que cette multiplicité d'acteurs, avec des agendas parfois différents, sécurité, économie, dialogue interne, ça aide vraiment à trouver une solution unique? C'est une excellente question. Ça peut aussi fragmenter les efforts, vous voyez. Chaque médiateur a ses priorités, ses contacts. Ça rend difficile une approche vraiment cohérente. Les visions du problème et donc des solutions divergent. Si on essaie de regarder un peu plus loin, au-delà de la diplomatie actuelle, qu'est-ce qui nourrit ce conflit sur le fond? On pense tout de suite aux ressources naturelles de la RDC, évidemment. Absolument. C'est incontournable. Ces richesses minières, elles attirent énormément de convoitises. Régionales, bien sûr, le Rwanda, l'Ouganda. Mais pas seulement. Non, bien sûr. Les intérêts américains, ceux des pays du Golfe, ils sont bien présents aussi. Et puis bon, le fait que le Rwanda exporte des minerais qu'il n'a pas chez lui, C'est un secret de polichinelle, oui. voilà. Ça montre bien l'importance de cet enjeu économique. Et il y a le M23 lui-même. Ce groupe a pris une autre dimension, non? Il contrôle des villes clés maintenant. Goma, Bukavu. Ah oui, ça change complètement la donne. Le M23 n'est plus juste un petit groupe rebelle. C'est un acteur militaire et politique majeur sur le terrain. On est obligé de parler avec eux, en quelque sorte. Il y a une forme de réalisme politique qui s'impose, oui. Regardez les rencontres récentes entre la MONUSCO, la mission de l'ONU, et des gens du M23. Pour espérer stabiliser la zone, récupérer ces territoires, il faudra bien trouver un arrangement avec eux, d'une manière ou d'une autre. Sans parler de l'incertitude ajoutée par les rumeurs sur la santé du président Kagame, même si rien n'est confirmé. Effectivement, ça ajoute une couche d'incertitude, même si, comme vous dites, aucune source crédible ne confirme ces rumeurs pour l'instant. Bon, imaginons quand même, si par miracle un accord était signé demain, quelles seraient les toutes premières étapes, le b.a.-ba? La priorité absolue, et là-dessus tout le monde semble d'accord, c'est un cessez-le-feu. Un vrai cessez-le-feu. Qui tiennent sur le terrain? Exactement, et supervisé. Fini les déclarations de principe qui ne sont pas respectées. C'est la condition sine qua non pour pouvoir ensuite discuter du fond. Et le fond, ce serait quoi? La démilitarisation, le sort des combattants Oui, démilitarisation, la question de la réinsertion des combattants du M23 et bien sûr clarifier cette fameuse implication rwandaise. Mais attention, un point est clair dans toutes les médiations. Lequel? Pas question de céder une partie du territoire congolais. L'intégrité territoriale de la RDC n'est pas négociable. Et pendant toute cette discussion politique, la situation humanitaire, elle, reste absolument terrible. Dramatique, oui.
On parle de millions de déplacés internes. Certaines sources rapportent même que le M23, ou l'AFC qui lui est lié, forcerait des civils à revenir dans des zones dangereuses. Pour s'en servir comme boucliers humains. C'est une possibilité terrible, oui. C'est une urgence humanitaire absolue qu'il faut gérer en parallèle de tout le reste. Ok, donc pour résumer rapidement, on a un processus de paix qui cale, à cause notamment de cette contradiction rwandaise sur le retrait de ses troupes. C'est un blocage majeur, oui. Et ça s'est compliqué par une multitude de médiations aux objectifs pas toujours alignés, avec en toile de fond les énormes enjeux liés aux ressources minières. Tout à fait. Le M23 est devenu un acteur incontournable avec qui il faut discuter, c'est le réalisme politique qui le dit. Oui, on ne peut plus l'ignorer. Mais la question de fond, celle de l'implication du Rwanda, elle reste entière et non résolue pour l'instant. C'est une très bonne synthèse de l'impasse actuelle. Et ça amène peut-être une dernière question, une réflexion un peu plus large. Allez-y. Est-ce qu'on peut vraiment espérer une paix durable avec juste un accord, là, entre les États et les groupes armés? Ou est-ce que la vraie solution, la clé, ne serait pas plutôt de s'attaquer aux causes profondes? C'est-à-dire? S'attaquer à cette compétition régionale féroce pour les ressources et aussi aux faiblesses internes, structurelles, qui font que ces conflits éclatent et rééclatent sans cesse dans la région. C'est peut-être ça, le vrai défi.